Chapitre 8 Exploration de l'épave. François se réveille le premier le lendemain matin. Il appelle son frère tout bas. « Mick, debout, c'est l'heure d'aller visiter l'épave. Réveille-toi !» Mick ouvre à son tour les yeux et sourit à son frère. D'un bond, il saute de son lit et court à la chambre des filles. Les deux cousines dorment encore et Mick les secoue pour les réveiller. « Levez-vous vite !» chuchote Mick. « Il fait déjà jour !» Les yeux de Claude brillent tandis qu'elle s'habille. Annie, de son côté, se dépêche de passer un maillot de bain, un short et un pull-over et enfile une paire de sandales en caoutchouc. En quelques minutes, tout le monde est prêt. « Ne faites pas craquer les marches en descendant l'escalier !» recommande François. Au bas de l'escalier, il faut encore ouvrir la porte. François parvient à la refermer sans faire de bruit avant de rejoindre les autres qui se hâtent déjà le long de l'allée. Pour éviter de faire grincer le portail du jardin, les enfants préfèrent passer par-dessus. Au petit jour, les nuages sont encore roses dans le ciel et la mer semble calme. On a du mal à croire qu'une horrible tempête l'a bouleversée la veille. Claude met son canot à flot, puis elle va chercher Dago pendant que les garçons préparent les avirons. Jean-Jacques est très surpris de voir arriver Claude d'aussi bonne heure, mais il l'accueille avec un grand sourire. « Vous allez faire une promenade ?» lui demande-t-il. « Quelle tempête hier! À un moment, j'ai cru que vous étiez en plein dedans. »« Eh bien, tu avais raison, » répond Claude. « Allez, viens, Dag, dépêche-toi » Dago est ravi de se retrouver auprès de sa maîtresse à une heure aussi matinale. Pour manifester sa joie, il bondit à ses côtés, tandis qu'elle court rejoindre ses cousins. Les enfants mettent le cap droit sur l'île. Ramer est un plaisir tant les eaux de la baie de Kernak sont calmes. Ils contournent l'île pour l'aborder du côté du large. L'épave apparaît enfin. Elle est tout à fait immobile à présent, même quand les vagues passent sous sa coque. Elle est légèrement couchée sur le flanc. Le mât brisé, dont la tempête a encore emporté un bout, se dresse comme un signal de détresse. Claude connaît parfaitement la côte de sa petite île, ses pièges et aussi le moyen d'échapper à ses dangers. Elle manie habilement les avirons et réussit à s'approcher tout près de la grosse épave. De leur canot, les enfants lèvent les yeux pour contempler le vieux navire. Il est beaucoup plus grand qu'ils ne l'avaient cru lorsqu'ils le voyaient au fond de la mer. Sa coque est incrustée de coquillages et tapissée d'algues brunes et vertes. Sur les flancs de l'épave, on voit de larges entailles provoquées par les chocs de la veille. Le pont aussi est fissuré de tous côtés. En s'approchant de l'épave, Claude regarde autour d'elle. « Nous allons amarrer notre canot à l'épave elle-même, » décide-t-elle. « Après, on pourra facilement monter sur le pont en escaladant la coque. Mick, essaye d'envoyer le nœud coulant autour du morceau de bois qui dépasse là-haut. » Mick exécute la manœuvre sans problème. Le filin se raidit et le bout de bois tient bon. Bientôt, les 4 enfants se trouvent réunis sur le pont incliné. Les herbes marines le rendent glissant et l'odeur qui s'en dégage est très forte. Elle ne plaît pas du tout à Annie. « Ici, c'était le pont », murmure Claude. « Et ça doit être l'écoutille par où les hommes de l'équipage passaient pour aller d'un endroit à l'autre. » De la main, elle désigne une ouverture. Derrière, on distingue les vestiges d'une échelle de fer. Les 4 enfants se penchent au-dessus. Du regard, ils s'efforcent de percer l'obscurité. « Je crois que cette échelle est encore assez solide pour nous porter, » dit Claude. « Je vais descendre la première. Vous avez une lampe électrique ? Qu'est-ce qu'il fait sombre là-dedans ?» François tend sa lampe de poche à sa cousine. Les enfants sont silencieux. Ils se demandent tous ce qu'ils vont bien pouvoir trouver à l'intérieur de l'épave. Claude allume la lampe et s'engage hardiment dans l'écoutille. Les autres la suivent. Un spectacle étonnant apparaît à la lumière de la petite lampe. Le plafond du bateau, en chêne épais, est très bas. Les enfants doivent avancer en baissant la tête le long de ce qui devait être une coursive. À droite et à gauche, ils devinent l'emplacement des anciennes cabines, mais c'est à peu près tout ce qu'ils arrivent à distinguer. Les jeunes explorateurs, comme ils se surnomment eux-mêmes, glissent souvent sur le plancher humide. Malgré tout, ils poursuivent leur inspection. Sous les cabines, ils découvrent une grande cale qu'ils visitent à la lueur de la torche. « Les lingots d'or devaient être entassés ici, je pense, » dit François. Mais malheureusement, le trésor a disparu et les enfants ne trouvent rien d'autre que de l'eau et des poissons. Ils ne perdent pourtant pas espoir et fouillent du regard les moindres recoins.
souhaitant avec ardeur découvrir les fameux coffrets d'or dont Claude leur a tant parlé. Mais ils ne trouvent pas la plus petite boîte, même vide. Ils arrivent enfin à une cabine plus vaste que les précédentes. « Ça devait être la cabine du capitaine, » suppose François. « C'est la plus grande de toutes. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ce coin ?»« Une vieille tasse, » répond Annie en prenant l'objet, « et la moitié d'une soucoupe. Le capitaine devait être en train de boire une tasse de café quand la catastrophe est arrivée. » À l'évocation du naufrage, un vague malaise s'empare des enfants. Claude elle-même commence à se dire que l'épave était mieux au fond de la mer qu'à la surface. « Allons-nous-en » murmure-t-elle. « Cet endroit ne me rassure pas. » Les 4 enfants commencent à rebrousser chemin, mais avant de quitter la pièce, François regarde une dernière fois la petite cabine à la lueur de sa torche, et il aperçoit soudain quelque chose qui le fait s'arrêter net. Il s'approche pour mieux voir, puis rappelle ses compagnons. « Hé, attendez un peu! Il y a un placard dans le mur, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à l'intérieur. » Les autres reviennent sur leurs pas en courant et regardent à leur tour. Il y a quelque chose qui ressemble à une petite armoire encastrée dans l'épaisseur du mur de bois. « Allez, il faut trouver quelque chose pour l'ouvrir, » déclare François. Il s'efforce de débloquer la porte du placard avec les doigts, mais il ne parvient même pas à l'ébranler. « La serrure doit être rouillée, » constate Claude en essayant à son tour d'ouvrir sans plus de succès que son cousin. Alors elle prend dans sa poche un gros couteau de marin et elle introduit la lame dans la fente de la porte. Elle force un instant et brusquement, la serrure cède et le battant s'ouvre tout grand. François éclaire l'intérieur du placard et les enfants aperçoivent une petite étagère sur laquelle est posé un objet intrigant. C'est un coffret de bois gonflé par l'eau de mer. À côté se trouvent 2 ou 3 vieux livres très abîmés et aussi quelques instruments de marine difficiles à identifier. « Pas très intéressant tout ça, par le coffret, » observe François. François et Claude unissent leurs forces pour tenter de faire sauter la serrure du vieux coffre. Le couvercle est sculpté et porte les lettres H.K. « Ça doit être les initiales du capitaine, » suggère Mick. « Non, ce sont les initiales de mon arrière-arrière-grand-père, » explique Claude. « Maman m'a souvent parlé de lui. Il s'appelait Henri de Kernac et ce bateau était à lui. Ce coffret devait lui servir de coffre-fort particulier. Oh, qu'est-ce que j'aimerais réussir à l'ouvrir !» Mais il est impossible de venir à bout de la serrure avec l'aide du seul couteau de Claude. Les enfants finissent par y renoncer. Et François met le coffret sous son bras pour l'emporter. Les 4 enfants ont l'impression d'avoir un objet très précieux entre les mains. Vont-ils trouver quelque chose à l'intérieur du coffret ? Ils ont hâte d'être de retour à la maison pour avoir la clé de l'énigme. Ils remontent sur le pont. Là, ils s'aperçoivent que d'autres personnes viennent de découvrir l'épave. « Oh non ! On dirait que tous les bateaux de pêche de la baie de Kernac se sont donné rendez-vous ici !» s'exclame François. Les pêcheurs contemplent le vieux navire avec stupéfaction. Quand ils voient les 4 cousins sur le pont, ils les hèlent en criant « Hé, les enfants, qu'est-ce que c'est que ce bateau ?»« C'est la vieille épave !» rugit François dans ses mains en porte-voix. « Elle est remontée à la surface pendant la tempête d'hier. »« Ne dis rien de plus, » ordonne Claude. « C'est mon épave. Je ne veux pas que des curieux viennent fouiner à bord. » François se tait et les 4 enfants regagnent leur canot. Ils rament avec entrain pour rentrer à la villa le plus rapidement possible. L'heure du petit déjeuner est déjà passée. Peut-être va-t-on les gronder ? Effectivement. De retour à la villa des Mouettes, les enfants se font réprimander. Et ils doivent se contenter de chocolat au lait et de simples tartines de beurre sans confiture, car l'oncle Henri estime que des enfants qui arrivent si tard à table ne doivent pas avoir grand faim. Le petit déjeuner est plutôt morne. Avant de rentrer, Claude a ramené Dago à Jean-Jacques, ou plus exactement, elle a rattaché le chien dans la cour du jeune pêcheur. Celui-ci n'est pas encore rentré de sa matinée de pêche, au cours de laquelle il a pu, avec son père, admirer l'épave. Que penserait Claude si elle pouvait voir Jean-Jacques au même instant ? Le jeune pêcheur est avec son père, à qui il propose soudain « J'ai une idée, on pourrait gagner de l'argent en amenant ici les touristes qui voudront voir ce vieux navire. Qu'est-ce que t'en penses ?» Avant la fin de la journée, des douzaines de curieux ont pris place dans de petits canots à moteur mis à leur disposition par les pêcheurs pour aller admirer le bateau. Chapitre 9 : Le secret du vieux coffre. Dès que les enfants ont terminé leur petit déjeuner, ils vont chercher leur précieux coffret que François a pris soin de cacher sous son lit.
et l'emporte au fond du jardin où se trouve la cabane à outils. François regarde autour de lui, à la recherche d'un instrument approprié. Les ciseaux glissent et il se fait mal aux doigts. Les 4 compagnons sont exaspérés. « J'ai une idée !» déclare finalement Annie. « Il faudrait monter le coffret tout en haut de la maison et le laisser tomber dans le jardin. Il devrait s'ouvrir sous le choc. »« Ça vaut le coup d'essayer, » reconnaît François. Il transporte la petite boîte jusqu'à la mansarde qui s'ouvre juste sous le toit. Il se penche à la fenêtre et jette la boîte de toutes ses forces. L'objet atterrit avec un vacarme épouvantable sur les dalles, juste devant la porte d'entrée. Celle-ci s'ouvre immédiatement et l'oncle Henri jaillit comme un boulet de canon. « Qu'est-ce que vous êtes encore en train de faire ?» s'écrie-t-il. « J'espère que vous n'êtes pas assez stupide pour lancer des objets depuis le grenier. Mais qu'est-ce que c'est que ça sur le sol ?» Les enfants regardent le coffret. Le bois a volé en éclats, dégageant un second coffre de métal cette fois-ci, et sans doute étanche. Mick se précipite pour le ramasser. « Je vous ai demandé ce que c'était que cet objet !» crie l'oncle Henri en s'avançant vers Mick. « C'est quelque chose qui nous appartient !» répond Mick en rougissant. « Eh bien, je vous le confisque. Ça vous apprendra à me déranger. Donne-moi cette boîte. Où est-ce que vous l'avez dénichée ?» aboie l'oncle Henri en foudroyant du regard la pauvre Annie qui se trouve le plus près de lui. « À l'intérieur de l'épave !» bégaye la petite fille épouvantée. « À l'intérieur de l'épave !» répète M. Dorcel visiblement surpris. « Vous voulez parler de celle que la tempête a fait remonter hier ? Oui, j'ai appris ça. Vous voulez dire que vous l'avez explorée ? Oui, avoue Mick. François vient de rejoindre ses amis. L'intervention de l'oncle Henri l'inquiète. « Il y a peut-être quelque chose d'important dans cette boîte, » déclare le père de Claude. Tout en disant cela, il prend l'objet des mains de Mick. « Vous n'aviez pas le droit de fouiller dans cette épave, et encore moins d'y prendre quoi que ce soit. Mais cette épave est à moi, rien qu'à moi !» s'écrie Claude sur un ton de défi. « S'il te plaît, papa, rends-nous le coffret. Nous venons tout juste de faire sauter la partie en bois. À l'intérieur, il y a peut-être une barre d'or ou un trésor. »« Une barre d'or !» répète M. Dorcel en haussant les épaules. « N'importe quoi ! Comment veux-tu qu'une chose pareille tienne dans une boîte si petite ? Au mieux, tu trouveras un rapport sur ce qui est arrivé aux barres d'or. À mon avis, le trésor que le vieux navire transportait a été remis à son destinataire à l'époque. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur du bateau quand il a sombré. »« Oh, papa, s'il te plaît !» supplie de nouveau Claude. « Rends-nous le coffret !» Des sanglots font trembler sa voix. Tout à coup, elle est sûre que la boîte contient des papiers qui pourront leur apprendre ce que le trésor est devenu. Mais, sans un mot, M. Dorcel tourne les talons et disparaît dans la maison, emportant le coffret sous son bras. Annie fond en larmes. « Ne me grondez pas. Je ne voulais pas dire que nous avions découvert le coffret à l'intérieur de l'épave. Excusez-moi, mais j'ai eu tellement peur d'oncle Henri. »« Ça va, bébé, c'est pas la peine de pleurer, » dit François. Il trouve l'attitude de son oncle très injuste. « Écoutez, » murmure-t-il au bout d'un moment. « Il faut absolument récupérer cette boîte d'une manière ou d'une autre. Je suis certain que dans le fond, ton père s'en moque bien, Claude. Dès que je pourrai, j'irai dans son bureau pour prendre le coffret. Tant pis pour moi si je suis pris. »« Entendu, » dit Claude. « Nous allons tous guetter papa. Il finira bien par sortir. » À tour de rôle, donc, ils se mettent à surveiller la porte du bureau de M. Dorcel. Mais celui-ci ne quitte pas la pièce de toute la matinée. Lorsque Claude vient prendre la relève de Mick, il lui demande « Ton père ne sort jamais. Il passe sa vie enfermé. »« Ah, c'est le cas de tous les scientifiques, » assure Claude. « Mais papa a une petite faiblesse. Il lui arrive parfois de faire une petite sieste pendant l'après-midi. » L'après-midi, c'est François qui prend le premier tour. Il s'assied sous un arbre et ouvre un livre. Quelques minutes plus tard, un bruit inhabituel attire son attention. « Oh ! Oncle Henri est en train de ronfler !» se dit-il en jubilant. Il se dirige sur la pointe des pieds jusqu'à la porte-fenêtre du bureau et regarde à l'intérieur. La porte-fenêtre est entrebâillée. Le jeune garçon l'ouvre un peu plus. Il aperçoit son oncle endormi dans un confortable fauteuil, les yeux clos et la bouche ouverte.
Chaque fois qu'il respire, un ronflement lui échappe. « Il a l'air de dormir comme un loir, » réfléchit François. « C'est le moment d'agir. Allez, j'y vais. S'il me voit, je vais prendre une punition terrible, mais le jeu en vaut la chandelle. » Il se glisse dans le bureau à pas de loup et s'avance jusqu'à la petite table à côté du fauteuil de son oncle. Il allonge la main et s'empare du coffret. Puis, avec 1000 précautions, il sort par la porte-fenêtre et se retrouve dans le jardin dont il descend l'allée en courant. Il ne songe même pas à dissimuler le coffret dans son pull-over. Une seule chose compte pour lui, rejoindre les autres pour leur raconter son exploit. Très vite, il atteint la plage où Claude, Annie et Mick sont allongés au soleil. « Ça y est !» leur crie-t-il. « Ça y est, je l'ai !» Les 3 enfants se redressent et leurs yeux étincellent en apercevant le précieux coffret dans les bras de François. « Ton père dort !» explique François à Claude. « J'en ai profité pour entrer dans son bureau. »« C'est pas vrai !» s'écrie Claude sidéré. « Maintenant, regardons vite ce qu'il y a à l'intérieur. À mon avis, papa n'a même pas eu la curiosité d'y jeter un coup d'œil. » Claude ne s'est pas trompé. La petite boîte métallique est intacte et le couvercle est toujours solidement ajusté. Sans hésiter, la fillette sort son couteau et se met à travailler la fente presque invisible. Et petit à petit, le couvercle commence à lâcher. Et au bout d'une dizaine de minutes, Claude en vient à bout. Impatients, les enfants se penchent sur le coffret. À l'intérieur, il y a de vieux papiers et un livre relié en cuir noir. Pas la moindre barre d'or, pas le plus petit trésor. Tous ces objets sont bien secs, fait remarquer François. Ils ont été protégés par la boîte en métal. Il ouvre le livre. C'est un journal de bord, s'écrie-t-il avec enthousiasme. C'est là-dedans que ton arrière-arrière-grand-père devait noter le compte-rendu de ses voyages, Claude. Celle-ci s'empare à son tour d'un des papiers. Et c'est en fait un épais parchemin jauni par le temps. Claude l'étend sur le sable et commence à l'étudier de près. On dirait une sorte de carte. « C'est peut-être la carte qui indiquait où le bateau devait se rendre » suggère Mick. Soudain, les mains de Claude se mettent à trembler. « Qu'est-ce qu'il y a » demande Annie. « Tu as découvert quelque chose, dis-nous vite !» Claude se met à parler très vite. Vous voyez ce que c'est ? C'est un plan du château de Kernac. À l'époque où il était intact, ici, on voit l'emplacement des oubliettes et regardez ce qui est écrit au coin de ce cachot. » De son doigt tremblant, elle indique un point sur l'étrange carte. Les autres se penchent pour déchiffrer un mot curieux tracé en lettres démodées. Lingots. Des lingots ! S'exclame Mick. Mais ce doit être les fameuses barres d'or ! Mais oui, renchérit François. Les lingots peuvent être des barres de n'importe quel métal, mais ici, on est sûr que ce sont des lingots d'or. Vous vous rendez compte ? Le trésor est peut-être encore caché quelque part dans le sous-sol du château de Kernac. Les recherches risquent d'être difficiles vu que le château est en ruine, qu'il est envahi par les ronces et les mauvaises herbes, mais je suis sûre qu'on finira par trouver ces lingots. En attendant, que faisons-nous de ce coffret ? Oncle Henri va forcément s'apercevoir qu'il a disparu, non ? Il faut peut-être le remettre où je l'ai pris. D'accord, répond Mick, mais je pense qu'il faudrait garder le plan du château. Oncle Henri ne sait pas qu'il était à l'intérieur, puisqu'il n'a pas découvert cette boîte. On peut y remettre le vieux livre de bord et les lettres, et n'ont pas beaucoup d'importance. J'ai une autre idée, suggère François. On pourrait copier la carte et remettre le parchemin original à sa place. Comme ça, nous n'aurons rien à nous reprocher. Les autres approuvent cette idée. Puis les 4 enfants rentrent à la villa des Mouettes pour y recopier avec soin le plan du château de Kernac. L'opération se déroule dans la cabane à outils, loin des regards indiscrets. La carte comporte 3 parties. Cette partie représente les caves et les oubliettes au-dessous du château, explique François. Ici, c'est le plan du rez-de-chaussée, et là, c'est la partie supérieure. Les cachots occupent tout le sous-sol du château. Mais je ne vois pas du tout comment on faisait pour y descendre. Il faudra étudier le plan d'un peu plus près, dit Claude. À première vue, cette carte a l'air assez embrouillée, mais elle nous paraîtra sûrement plus claire quand on la consultera sur place, au château de Kernac. On comprendra certainement comment accéder au souterrain. Oh, c'est super! Je parie que peu d'enfants ont la chance de vivre une telle aventure. François range avec soin la copie du plan dans la poche de son short. Il a bien l'intention de la garder sur lui, quoi qu'il arrive. Ce papier est trop précieux. Après avoir remis le parchemin original dans le coffret, il jette un coup d'œil en direction de la villa.
Et maintenant, il faut aller rapporter le coffret, dit-il. À l'heure du goûter, M. Dorcel rejoint sa famille, réunie dans la salle à manger. François saute sur l'occasion. Murmurant une vague excuse, il se lève de table et va remettre le coffret sur la petite table du bureau de son oncle. En regagnant sa place, il fait un clin d'œil aux autres enfants pour leur signaler que tout va bien. Tous se sentent soulagés. Tout le monde est encore à table lorsque le téléphone sonne. Tante Cécile se lève pour répondre. « C'est pour toi, Henri !» dit-elle à son mari en revenant. « C'est un journaliste parisien. Il voudrait te poser quelques questions. Apparemment, la vieille épave suscite une grande curiosité. Plusieurs journalistes sont déjà sur les lieux. »« Dis-leur que je les recevrai tous à 6h, » répond oncle Henri. Sérieusement alarmés, les enfants échangent des regards inquiets. Tout de suite après le goûter, François entraîne les 3 autres. « Heureusement que nous avons pensé à recopier le plan du château, » s'écrie-t-il. « N'empêche que je regrette d'avoir remis le parchemin original dans la boîte. Maintenant, le secret des lingots peut être découvert à tout moment. » Chapitre 10. Un mystérieux acheteur. Le lendemain matin, les journaux parlent tous de l'extraordinaire surgissement de la vieille épave. Les journalistes n'ont aucune difficulté à se faire raconter par M. Dorcel l'histoire du vieux bateau et de sa cargaison d'or disparu. Claude est furieuse. « C'est mon épave !» crie-t-elle. « C'est mon château et c'est mon île. Tu m'as toujours dit qu'il m'appartenait. »« Je sais, mais personne n'abîme ton île en y abordant. Je ne vois pas où est le mal à prendre ton château en photo. »« Mais je ne veux pas qu'on mette les pieds dans mon domaine. Tu me l'as donné. » À l'époque, je ne pouvais pas deviner ce qui allait se passer. Allez, calme-toi un peu, Claude. Qu'est-ce que ça peut te faire si les gens vont jeter un coup d'œil à l'épave? Tu ne peux pas les en empêcher. Les enfants sont tout de même très étonnés de voir à quel point l'épave intéresse les visiteurs. Du coup, le château de Carnac lui aussi prend de l'importance aux yeux du public. Des touristes viennent exprès pour le contempler. Les pêcheurs de l'endroit n'ont pas tardé à découvrir le petit port de l'île et y débarquent les visiteurs par dizaines. Claude sanglote de rage et François fait de son mieux pour la consoler. « Écoute, personne ne connaît notre secret. Dès que cette agitation sera retombée, on pourra retourner au château de Carnac et trouver les lingots. Personne d'autre que nous n'a regardé à l'intérieur du coffret. Je vais tenter ma chance de nouveau et essayer de reprendre le parchemin avant que quelqu'un ne mette la main dessus. » Malheureusement, le jeune garçon n'a pas le temps de mettre son projet à exécution. « Je viens de conclure une bonne affaire !» annonce M. Dorcel à sa femme le lendemain matin. « Tu sais cette vieille boîte en étain que les enfants ont trouvée dans l'épave? Eh bien, un antiquaire est venu me voir et je la lui ai vendue à un bon prix. C'est même lui qui m'a proposé la somme. Je ne m'attendais pas à un montant pareil d'ailleurs. Dès qu'il a vu le vieux parchemin et le livre de bord, il a insisté pour acheter l'ensemble tout de suite. » Les enfants regardent leur oncle d'un air horrifié. L'histoire de la cargaison d'or disparue a été imprimée dans tous les journaux et c'est donc maintenant facile de comprendre ce que représente le plan. Ni Claude ni ses cousins n'osent cependant révéler ce qu'ils savent à M. Dorcel ou à tante Cécile. Mais une fois seuls, ils discutent de l'affaire avec animation. La chose devient sérieuse. « Écoutez, » dit François, « on va demander à tante Cécile la permission d'aller passer 1 ou 2 jours sur l'île. On pourra camper et ça nous donnera un peu de temps pour fouiller le navire. Maintenant que la première surprise est passée, il y a de moins en moins de visiteurs là-bas. On arrivera peut-être à mettre la main sur les lingots avant que quelqu'un d'autre ne découvre ce secret. Puis, l'antiquaire qui a acheté le coffret ne va pas forcément deviner ce que signifie le plan dessiné sur le parchemin. Le nom château de Carnac n'est pas inscrit dessus. » Le petit discours de François réconforte un peu les enfants. Ils décident donc de demander à leur tante, dès le jour suivant, l'autorisation d'aller passer le week-end au château. Quand ils vont voir tante Cécile pour lui parler de leur projet, oncle Henri est avec elle. Il sourit et donne même une petite tape amicale à François. « Alors, les enfants !» s'écrie-t-il gaiement. « Je me doute que vous avez quelque chose à me demander. »« En effet, nous venons demander une faveur à tante Cécile, » répond François poliment. « Tante Cécile, il fait si beau. Est-ce que nous pouvons aller passer le week-end au château de Carnac? Nous aimerions beaucoup camper 1 jour ou 2 sur l'île. »« Qu'est-ce que tu en penses, Henri ?» s'enquiert madame Dorcel. « Pourquoi pas ?» répond l'oncle Henri. « Bientôt, ils n'en auront plus l'occasion. Les enfants, il faut que je vous dise quelque chose. On vient de me faire une offre très intéressante pour le château de Carnac. Quelqu'un veut acheter l'île pour transformer le château en hôtel. » Les 4 enfants restent bouche bée. « Quelqu'un va acheter l'île ?»
Le secret a-t-il été découvert? L'acheteur a-t-il déchiffré la carte et compris où se trouve le trésor? Claude devient très pâle. Elle foudroie ses parents des yeux. « Maman, tu ne peux pas vendre mon île, tu ne peux pas vendre mon château, tu n'as pas le droit !» Monsieur Dorcel fronce les sourcils. « Ne fais pas l'idiote, Claudine !» ordonne-t-il sèchement. « Tu sais bien que tout cela n'est pas vraiment à toi. L'île et le château appartiennent à ta mère. Elle peut très bien les vendre si elle en a envie. Nous ne sommes pas riches et une grosse rentrée d'argent nous ferait plus grand bien. Grâce à cet argent, je pourrais vous offrir plein de belles choses. »« Je ne veux rien !» s'écrie la pauvre Claude. « Rien n'est plus précieux que mon château et mon île. Maman, tu sais bien ce que tu m'as dit. »« Ça suffit maintenant, Claudine !» l'interrompt son père irrité. « Quand ta mère t'a donné l'île et le château, c'était juste pour te faire plaisir. Tu sais bien que nous avons besoin d'argent. »« Je me moque pas mal de cet argent !» réplique Claude. Là-dessus, la fillette tourne les talons et sort de la pièce d'un pas mal assuré. Ses cousins sont désolés pour elle, même s'ils se rendent bien compte que ça ne sert à rien d'affronter l'oncle Henri et tante Cécile. Après tout, ils ont le droit de faire comme bon leur semble. Mais ce que l'oncle Henri ignore, c'est qu'il y a peut-être une fortune enfouie dans le sous-sol du vieux château. François se demande s'il doit avertir son oncle ou non. Finalement, il préfère se taire. Après tout, il reste encore une chance pour que les enfants soient les premiers à découvrir le trésor. « Quand comptes-tu vendre l'île, oncle Henri » demande-t-il. « Les papiers seront signés d'ici à une semaine, » répond l'oncle Henri. « Alors si vous avez envie d'aller passer 1 ou 2 jours là-bas, il n'y a pas une minute à perdre. » La personne qui veut acheter le château, ce serait pas l'antiquaire à qui t'as vendu le coffret ? Demande François. Si, répond son oncle. J'ai été un peu surpris, car je croyais qu'il ne s'intéressait qu'aux meubles anciens et aux vieux bibelots. Mais bon, il doit savoir ce qu'il fait. Il le sait même très bien, pense François tout en quittant la pièce avec Mick et Annie. Cet homme a sans doute déchiffré la carte, et il est arrivé aux mêmes conclusions que nous. Maintenant, il doit être sûr qu'il y a des lingots d'or cachés sur l'île. Il va certainement essayer de mettre la main dessus. Cette histoire d'hôtel n'est qu'un prétexte. Il a dû offrir à l'oncle Henri une somme ridicule. Et lui qui pense faire une affaire. François se dépêche d'aller rejoindre Claude. Il la trouve dans la cabane à outils. Elle lui avoue qu'elle ne se sent pas très bien. Tous ces événements t'ont bouleversé, murmure François d'un ton réconfortant. Il lui passe un bras autour des épaules et, pour une fois, Claude ne cherche pas à le repousser. « Écoute, Claude, dit François, c'est pas le moment d'abandonner. Demain, nous irons sur l'île de Kernac et nous ferons tout notre possible pour descendre dans les oubliettes et trouver les lingots. Nous resterons là-bas aussi longtemps qu'il le faudra. C'est d'accord ? Allez, ressaisis-toi. Il faut que tu nous aides à préparer le programme de demain. » Heureusement qu'on a pensé à faire une copie de la carte. Claude reprend un peu courage. La perspective d'aller camper 1 ou 2 jours sur l'île de Kernac avec ses cousins et Dago la console un peu. « Je continue à penser que papa et maman sont injustes avec moi, » soupire-t-elle. « Pas vraiment si tu réfléchis bien, » fait remarquer François. « Après tout, s'ils ont besoin d'argent, ils ne vont pas refuser un bon prix pour quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur à leurs yeux. Puis, rappelle-toi, ton père t'a promis qu'il t'offrirait tout ce que tu voudras. Et je sais bien ce que je demanderais, moi, si j'étais à ta place. » « Quoi ?» murmure Claude intéressé. « Dago, bien sûr !» s'écrie François. Chapitre 11. Première fouille. Claude et François vont rejoindre Mick et Annie dans le jardin. Annie prend sa cousine par les épaules. « Claude, je suis désolée des projets d'oncle Henri, » dit-elle avec émotion. « Moi aussi, » renchérit Mick. « Tu n'as pas de chance. » Claude fait un effort pour sourire. François explique les projets qu'il a mis au point avec Claude. « Nous partons demain matin pour l'île de Kernac, » dit-il en conclusion. « Mais d'abord, il faut faire la liste de tout ce dont on aura besoin. » Il tire de sa poche un crayon et un petit carnet. « D'abord, de quoi manger ?» s'écrie Mick. « Il faudra des boissons aussi, » recommande Claude. « Il n'y a pas d'eau potable sur l'île. Avant, il y avait apparemment un puits très profond qui descendait sous le niveau de la mer et qui apportait de l'eau douce, mais je ne l'ai jamais trouvé. »« Nourriture, boissons, » écrit François. Puis il ajoute solennellement « bêches. »« Des bêches ?» répète Annie. « Pourquoi faire ?»« Pour creuser le sol quand nous chercherons l'entrée des oubliettes. »« Et des cordes » suggère Mick. « On pourrait en avoir besoin. »« Et des lampes électriques » ajoute Claude. « Des couvertures » dit encore Mick. François continue à écrire. « Il nous faudra un peu de vaisselle, surtout des gobelets, dit-il, et aussi quelques outils, ça peut toujours servir. » Au bout d'une demi-heure, la liste est prête. La colère de Claude commence à tomber.
La présence de ses cousins agit sur elle comme un calmant. Ils sont tellement raisonnables et optimistes que leur gaieté devient contagieuse. « Je crois que je serais plus gentille si j'avais été moins seule », songe Claude en regardant François glisser le papier dans sa poche. « Ça fait tellement de bien de raconter ses problèmes aux autres, on les supporte bien mieux. Moi qui suis toujours de mauvaise humeur et qui m'emporte facilement, pas étonnant que papa me gronde tout le temps. Maman est gentille, mais je commence à comprendre pourquoi elle apprécie autant mes cousins. Quelle chance qu'ils soient venus. » Tout à ces réflexions, Claude a pris un air grave, sans même s'en rendre compte. Quand François lève la tête, il surprend le regard immobile de sa cousine et sourit. « Je voudrais bien savoir à quoi tu penses, » dit-il d'un ton joyeux. « Oh, à rien d'intéressant, » répond Claude en rougissant. « J'ai envie d'aller me promener avec Dago. Il doit se demander ce qui nous est arrivé aujourd'hui. » Dago accueille les 4 enfants avec des aboiements joyeux. On le met au courant du programme du jour suivant et l'animal agite la queue gaiement, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'on lui dit. Le lendemain matin, les enfants ne se tiennent plus d'impatience. Ils se dépêchent de transporter à bord du canot toutes les choses qu'ils ont préparées la veille. Tous les 5 sont déjà assez loin du rivage quand Mick demande soudain « T'as bien pris la carte, François ?»« Bien sûr, tu penses bien que je ne pouvais pas l'oublier, regarde !» Il tend la feuille de papier à son frère, mais juste à ce moment, une bourrasque se lève et la lui arrache des mains. La feuille tombe à l'eau, au grand désespoir des enfants. « Vite, il faut ramer pour la rattraper !» s'écrie Claude. Mais Dago est encore plus rapide qu'elle. D'un bond, il se jette à l'eau et se met à nager en direction de la carte. Il ne tarde pas à l'attraper et à revenir vers le canot. Ses jeunes maîtres sont stupéfaits. Les garçons hissent l'animal dans le canot et Claude prend le papier que Dago tient dans sa gueule. La précieuse feuille n'est même pas abîmée par ses crocs. « Bravo, Dag, rapide et soigné, tu es le meilleur !» La carte est tout de même mouillée. François la pose à plat sur un des bancs et demande à Mick de la maintenir au soleil. « Il ne faudrait pas qu'elle s'envole encore, » déclare-t-il. Claude reprend les avirons et met de nouveau cap sur l'île. Dago reçoit un biscuit en récompense de son exploit et le croque avec une joie évidente. Bientôt le bateau entre sur les eaux calmes du petit port naturel et accoste sur la plage. Les 5 amis sautent sur le sable. Ils tirent le canot aussi haut que possible, puis commencent à le décharger. « Il faut monter toutes les provisions dans la salle du château, » déclare François. « Elles seront à l'abri de la pluie. J'espère bien que personne ne va venir sur l'île pendant le week-end, Claude. »« Ça m'étonnerait, » répond Claude. « Normalement, papa ne va signer les actes de vente que la semaine prochaine. Nous avons du temps devant nous. »« Pas la peine de monter la garde alors, » dit François. « Allez, on y va. Prends les bêches et les couvertures, Mick. Je me charge de la nourriture et de la boisson avec Claude. Et toi, Annie, occupe-toi des petits paquets. » Claude et François gravissent péniblement le sentier de la falaise, chancelant presque sous le poids de la caisse de provisions. À plusieurs reprises, ils doivent s'arrêter pour reprendre haleine. Ils parviennent enfin à la petite pièce d'allée qu'ils aménagent pour y passer la nuit. « Les 2 filles pourront dormir ensemble sur ce tas de couvertures, » dit François. « Nous dormirons sur l'autre pile. » François s'installe sur ses couvertures et tire la carte de sa poche. « Maintenant, » dit-il, « nous allons étudier ce plan et essayer de découvrir où se trouve l'entrée des cachots. C'est le moment de se creuser la cervelle. » 4 têtes se penchent sur la carte. « Regardez, » dit François en posant son doigt sur le plan des oubliettes. « Apparemment, le souterrain s'étend sur tout le sous-sol. Et ces petits traits parallèles, ça doit être des escaliers. »« Oui, » dit Claude, « je crois que tu as raison. Si ce sont vraiment des marches, il y a forcément 2 ouvertures pour entrer dans les oubliettes. On dirait qu'un des escaliers part de la salle où nous sommes. Quant à l'autre, il doit se trouver sous la tour qu'on voit là-bas. Mais, à votre avis, qu'est-ce que c'est que ce petit rond-là » Son index désigne un cercle qui figure non seulement sur le plan des oubliettes, mais aussi sur celui du rez-de-chaussée du château. « Hier, tu as dit qu'il y avait un puits quelque part, » répond François. « Alors je pense que ce petit rond indique où il se trouve. Il devait être très profond pour atteindre une nappe d'eau douce sous la mer. Et c'est pour ça qu'il traverse les cachots. C'est génial, non ? Les enfants sont de plus en plus excités. Il y a bien quelque chose à découvrir dans ce château, et au plus vite. « Alors » demande Mick, « par où on commence ? Il faudrait peut-être essayer de trouver l'entrée du souterrain. À mon avis, ça doit être une grosse dalle. Il suffira de la soulever et de dégager le passage qui descend aux oubliettes. » François plie la carte avec soin et la remet dans sa poche. Ensuite, il regarde autour de lui. Le sol dallé de la pièce est envahi de mauvaises herbes. « Au travail !» lance François en prenant une bêche. « Il faut enlever toutes ces herbes. »
Claude, Mick et Annie prennent chacun une bêche et bientôt la petite salle résonne des bruits de fer raclant la pierre pour déloger les plantes. Imitant ses maîtres, Dago se met à gratter le sol fébrilement. Même s'il ne comprend pas vraiment l'acharnement des enfants, rien ne l'empêche de se joindre à eux vaillamment.